Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï. Et tous les mercredis matins à partir de 8h sur les ondes d'RTCI dans le vif du sujet avec Anis Moraï. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors aujourd'hui notre sujet, on va traiter de l'économie, de la finance, des banques. On va parler de plein d'argent, hein, n'est-ce pas Anis? Si on en a, parce que là a priori les caisses sont vides. Tout à fait. Et pour en parler, pour bien discuter de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir ce matin avec nous Monsieur Youssef Kortbi, PDG de l'Arab Financial Consultant, intermédiaire en bourse et ex-président de la bourse de Tunis, également ancien banquier. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'RTCI. Merci de m'accueillir. Avec nous également Monsieur Mohamed Salah Ayari, conseiller fiscal et enseignant universitaire. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour. Également avec nous, Monsieur Moaz El Joudi, expert dans la gouvernance économique. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Afef, bonjour Anis. Bonjour Moaz. Alors, avant d'entrer avec plus de détails dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une question et faire un petit tour de table par rapport à l'entretien de Monsieur le ministre, le Premier ministre, et je voudrais prendre vos avis par rapport à ces déclarations. On commence avec Youssef. Merci du cadeau pour commencer. Non, moi je dirais que c'était un langage de franchise. Et nous en avons besoin. Vraiment, ça a été un acte de courage que de décrire la réalité et de décrire aussi ce qui nous attend et qui, à mon avis, est nécessaire et obligatoire. Nous sentons, et nous constatons que ce gouvernement ne se place pas dans une phase électorale. Et donc les soucis électoraux ne le concernent pas. Il se place au-dessus de la mêlée, et c'est bien. A contrario, l'handicap vient du fait que nous sommes dans une période préélectorale. Oui. Et que les tentations seront fortes, normales, je dirais, sans les approuver, de la part de tous les partis politiques, de caresser dans le bon sens du poil le citoyen tunisien pour dire pourquoi ce langage alarmiste, pourquoi ce pessimisme. Pour moi, ce n'est pas un pessimisme, c'est une réalité. Oui. Et donc, le principal handicap viendra, je reprends le terme, parce que un ami et collègue éminent a parlé de populisme. Le populisme ne doit pas se faire, on doit se placer aujourd'hui et dire la vérité aux Tunisiens. Et lui adresser ce langage, je pense que le Tunisien est mûr, comprendra le message, et il suffit qu'on lui explique et qu'on lui dise. Oui. Voilà, il faudrait que la facture Samahni ne soit la moins lourde possible. Bien sûr, il a parlé de protéger les plus démunis, et ça c'est essentiel. Savoir comment, et comment le faire, je pense On y que reviendra, c'est très important. Tout à fait. Si Mohamed Salah Ayari, quelle est votre lecture des propos du Premier ministre? Alors moi, en ce qui concerne la franchise, oui, j'en conviens, mais je réagis tout de suite pour vous dire que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire? Nous passons par une période très critique, très difficile, et moi personnellement, j'attendais de M. Mehdi Jama des propositions concrètes. Des propositions concrètes pour pouvoir sortir. Disons, pour mettre la Tunisie sur les rails. Je sais très bien, au bout de 8 mois ou 9 mois, on ne peut pas réinventer la roue. Nous n'avons pas demandé peut-être des réformes qui peuvent être faites dans un laps de temps très court, mais au moins avoir une ligne de conduite claire, avoir des propositions qui peuvent permettre à la Tunisie de sortir en quelque sorte de l'ornière. Moi, je pense que le chef du gouvernement, M. Mehdi Jama, n'est pas vraiment un homme des médias. Donc, c'est pas quelqu'un qui privilégie donc le contact permanent avec les médias. C'est plutôt un homme du terrain, un homme de dossier. C'est plutôt quelqu'un qui est plus à l'aise avec les dossiers économiques, les dossiers donc techniques. Et donc avant-hier plutôt, il a voulu donc avoir ce contact parce que c'est très important d'avoir ce premier contact franc et direct donc avec les médias, avec les Tunisiens. Donc il était franc, c'est vrai, il était sincère. Donc il a relaté ce qui se passe réellement dans la sphère économique surtout. Pour les questions politiques et sécuritaires, donc il a été très circonscrit un petit peu parce que donc c'est très sensible. Il faut du temps encore pour ça. Il y a beaucoup
beaucoup de dispersion au niveau donc des identifications diplomatiques à ce niveau-là, mais je crois qu'il a voulu passer le message suivant, c'est que voilà, donc je peux pas faire tout seul, j'ai besoin d'un consensus encore plus profond, surtout au niveau des citoyens, des opérateurs économiques, et j'ai besoin d'avancer avec vous, et voilà, je suis franc avec vous, je vous dis qu'est-ce qui se passe au juste, et à vous de m'aider et à aider le gouvernement pour le bien de la Tunisie. C'est ce que j'ai compris, moi. Pour vous, Enis, en tant qu'analyste politique, quelle est votre lecture ? Donc le Premier ministre Rafef a tenu un discours tant attendu par le peuple tunisien après 3 ans de règne de la Troïka. Le Premier ministre a parlé du volet politique et sécuritaire, mais le principal de son discours a fait l'objet d'un bilan de l'existant, de la situation économique dans notre pays. Le discours du Premier ministre a été précédé par une campagne de communication, préparant le Tunisien à accepter une situation qu'il n'a jamais soupçonnée d'être difficile, mais dont il ignore l'étendue de la difficulté dans laquelle il est. Mais Hadi Jama n'est pas allé par 4 chemins. Le ton sincère, la parole aussi. Le technocrate qu'il est n'a pas cherché le détour, il a mis tout le monde devant leurs responsabilités. Nous avons diagnostiqué le mal, il faut que nous soyons tous solidaires pour l'extraire. Pouvions-nous comprendre de ces dires? Ce que j'ai retenu à fait de ce discours est que nous sommes endettés ainsi que nos enfants pour les prochaines années à venir, et que nous nous endettons davantage, non pas pour investir comme le voudrait l'orthodoxie financière, mais pour nous nourrir et payer nos fonctionnaires. Que les Tunisiens sont appelés à souscrire à un grand emprunt national, qu'il va falloir réviser la politique de compensation et le soutien aux plus démunis, sans oublier une restructuration et des plans sociaux lors de l'éventuelle privatisation de quelques fleurons de l'économie nationale. Prenons la relève de Mahdi Jama, M. Hakim Ben Hamoud, un ministre des Finances et de l'économie, dresse un bilan chiffré de notre tableau de bord économique et financier. Les indicateurs dans le rouge et le moteur ronflant, jugez-en, un déficit budgétaire de 8,9%, initialement prévu à 5,7%. Nos besoins d'endettement seront aux alentours de 6,7 milliards de dinars. Le déficit cumulé des entreprises publiques s'élève en 2012 à 3 milliards de dinars. Et le coût de création d'un emploi s'élève à 15 000 dinars environ. Celui du maintien d'un emploi au sein des entreprises publiques s'élève à 40 000 dinars. La pilule semble vraiment amère, mais un problème bien posé et à moitié résolu. Oui. Je demeure optimiste malgré tout. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Alors, moi je voudrais vous poser une question, puisque certains analystes économiques reprochent à Mahdi Jama le timing de ces déclarations. Peut-être il n'aurait pas dû donner ces déclarations en ce moment précis. On ne s'attendait pas exactement à ces déclarations. Est-ce que vous partagez ces avis, est-ce que vous êtes d'accord par rapport au timing des déclarations de cette sonnette d'alarme? Tout à fait, et je vais prendre, et ça fait un peu le charme de notre émission, et je suis, dirais-je, heureux que Si Mohamed Salah Ahmed ait pris un peu le contre-pied de ce que j'ai dit. Moi je dirais au contraire, même à ton Moaz, au contraire de ce que tu disais, moi je trouve qu'il s'est très bien comporté, et pour une personne dite technocrate, une présence remarquable. Il a su ménager le timbre, la présence, il y a beaucoup de force dans son propos et dans son comportement. En plus, est-ce que ce ne serait pas un fin politique qui a beaucoup lu, beaucoup écouté, parce que, n'est-ce pas, un prémisse ou dans un peu le droit fil de la politique des étapes de Bourguiba, des Hadarfina. Et donc le timing est bien choisi. Encore faut-il aussi dire, est-ce qu'il a, à ce moment, aujourd'hui, un mois après son arrivée, tous les éléments? Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'il y a un document qui n'est plus confidentiel et qui est sorti et qui révèle un peu les intentions du gouvernement. Mais il est encore trop tôt pour annoncer, mais c'est un peu une mise en bouche. Et attendre les réactions. Pour l'instant, je pense que les réactions des partis politiques sont positives dans la mesure où eux aussi attendent de voir quelles vont être les recettes proposées. La situation n'est pas facile. C'était ça le message fort. Attendons-nous à des lendemains pénibles. Je pense qu'il était excellent sur ce chose-là. Il annonce la couleur, j'attends les réactions et j'avance encore d'un pas. C'est mon analyse. Oui. Pour vous aussi, Mohamed Salah. C'est bien d'avoir des avis divergents pour enrichir le débat. Tout à fait. Alors moi aussi, ils ont bien choisi leurs invités. Ils ont préparé leurs émissions, et les CRFF. Moi, je suis d'accord. Nous n'avons rien contre ces médicaments. Au contraire, nous trouvons que c'est vraiment la solution durant cette période très difficile. Si Youssef peut-être
citer les partis politiques. Moi, je suis membre du bureau exécutif d'Al Jumhouri. Je peux vous confirmer que Al Jumhouri, nous avons bien accueilli, malgré les conditions, etc. Mais, qu'on le veuille ou non, le choix de ce Mehdi Jama pour sortir finalement de cette crise qui a trop duré, c'était, à mon avis, une bonne solution. Donc, ce n'est pas le problème de ce Mehdi Jama en tant que tel, en tant que personne. Il était sincère, ça c'est vrai. Il veut finalement sauver le pays, il utilise tous les moyens, ça aussi nous sommes d'accord. Mais je crois que durant cette période très difficile, il va falloir être pragmatique. Une phase critique, il faut être opérationnel. Est-ce que peut-être... Un mois, oui, c'est vraiment le moment. Oui. On ne peut pas attendre plus. Pour une période de 8 mois en tout et pour tout, après un mois, c'est l'idéal. Il faut annoncer la couleur. Mais ce n'est pas uniquement au niveau des paroles pour dire nous demandons aux Tunisiens de s'atteler au travail. Je m'excuse, mais qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau? Est-ce que du jour au lendemain, on peut demander au peuple tunisien de se mettre au travail sans pour autant lui donner des solutions importantes qui lui permettent de se mettre au travail? Les entreprises, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait pour les entreprises tunisiennes dans une économie très difficile, dans une période économique très difficile? Rien du tout. Nous avons parlé durant toute cette période-là de la réforme fiscale. Est-ce qu'on a réellement engagé une vraie réforme fiscale? Justement, je vais essayer de vous poser la question tout à l'heure lorsqu'on abordera le volet fiscal sur les mesures urgentes à prendre, notamment avec la loi de finances complémentaire. On va écouter juste Mouaz et puis je reviendrai vers vous par rapport à ça. Quand j'ai dit que le chef du gouvernement n'est pas vraiment un homme des médias, c'est-à-dire qu'il ne privilégie pas le contact permanent et très fréquent avec les médias. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc parce que, et ça c'est bien, parce qu'on a eu la Troïka 1 et la Troïka 2 qui étaient hyper présents dans les plateaux télé, qui étaient plus présents dans les plateaux télé que dans leurs bureaux, et donc ça a gêné les Tunisiens à un moment donné. Aujourd'hui, Mehdi Jama veut nous passer le message suivant, c'est que certainement je vais être donc en contact avec vous, parce que c'est important aussi dans une démocratie d'avoir donc de parler aux médias, mais en même temps je vais être plus sur le terrain, plus sur les dossiers. Alors je vais vite fait donc vous répondre, Rafef. Moi je pense que Mehdi Jama est en train d'adopter une nouvelle approche politique et donc opérationnelle. Son approche, c'est le bottom-up. C'est ce qu'on appelle le bottom-up. Le bottom-up, c'est-à-dire partir des constats, partir des différents avis, des avis qui peuvent être divergents, hein, de différentes parties prenantes, l'UGTT, l'UTICA, moi je vous cache pas, je vous donne l'information, on a été invité, moi j'étais invité donc en tant que personne active dans le domaine économique et financier, donc à son bureau, pour donc m'écouter et pour donner mon avis sur la situation économique. Il a écouté d'autres experts économiques et financiers, donc il privilégie ce premier contact avec le terrain et il demande à être critiqué. D'accord. Moi, par exemple, parmi les choses que j'ai pu lui dire, c'est que voilà, vous n'étiez pas assez alarmiste quand il le fallait, quand vous étiez au gouvernement. Je lui ai dit qu'il faut être franc avec donc les gens, qu'il faut aller directement vers les chiffres et vers donc les réalités sur le terrain. Et c'est ainsi que nous pouvons rétablir la confiance, parce qu'il a besoin de confiance pour consolider son action après. Donc, il a constitué une task force composé de personnes qui sont pas forcément dans la même mouvance ou qui sont pas forcément tout à fait d'accord avec cette démarche-là, mais qu'on soit donc constructive avec des avis complémentaires. Et je crois qu'après ce premier entretien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser, nous parlons économie, Anis, bien sûr, hein, oui. Il appelle à l'organisation d'une conférence nationale sur l'économie nationale, une sorte d'état généraux. Des assises de l'économie nationale où il va faire appel à tout le monde, y compris les partis politiques. Et à travers cette conférence-là, il va présenter encore plus les constats qu'il est en train de relever avec ses équipes sur le terrain, parce que là, ce qu'il nous a dit, c'est très dangereux. Donc lundi, il a dit qu'il est en train de trouver des cadavres dans les tiroirs, et qu'il y a des chiffres ou des gaps qui sont en train d'être relevés, et lui-même, il est surpris par cette situation-là. 2,5 milliards de dinars de décalage entre le budget 2013 et le budget 2014. Donc là, il est en train de faire son enquête, son investigation sur le terrain, et certainement lors de la conférence nationale économique, il va y avoir un débat très franc entre les différentes parties prenantes, et certainement c'est à partir de là qu'il va construire sa stratégie. Et ça, c'est une bonne chose, Yanis. Pourquoi? Parce que en faisant impliquer l'ensemble des parties prenantes, quand vous allez concevoir une stratégie après qui est co-construite, donc les parties prenantes vont mieux adhérer, parce qu'ils vont sentir que eux-mêmes, ils ont participé à la conception
l'application de cette stratégie et la mise en œuvre sera plus aisée. Une courte pause musicale et puis on se retrouve toujours dans le cadre de l'émission Dans le vif du sujet. À tout à l'heure. Dans le vif du sujet avec Enis Moraï. Et dans le vif du sujet reprend toujours sur les ondes de RTCI avec nous ce matin nos invités Monsieur Youssef Kortbi, PDG de l'Arab Financial Consultant, intermédiaire en bourse et ex-président de la bourse de Tunis et ancien banquier. Également avec nous Monsieur Mohamed Salah Ayari, conseiller fiscal et enseignant universitaire, et Monsieur Moaz Joudi, expert dans la gouvernance économique. Donc Enis, là on va consacrer la plus grande partie aux solutions parce que c'est ce que veut le citoyen, l'auditeur et tout Tunisien. Les solutions dans les trois domaines, donc le domaine fiscal, le domaine économique et banquier. On va commencer avec d'abord juste un petit tour de table pour essayer de mettre en évidence sur le donc plan, voilà, la situation économique du pays. Je commence avec vous, si Youssef. Actuellement, quelle est la situation économique de notre pays? L'économie, c'est pour Moaz. Ce Oui. que je pourrais, si vous voulez anticiper un peu et parler du secteur bancaire et du marché financier, je n'invente rien en disant que la situation du secteur bancaire est préoccupante, que les réformes sont nécessaires, qu'il faut restructurer ce même secteur. J'invente rien en disant, et les chiffres ont été déjà énoncés, qu'il faut recapitaliser les banques, qu'il faut revoir un peu toute la logique du financement de l'économie, bien entendu, en dépassant donc banque, marché financier, autres leviers, d'une manière cohérente. Et cette cohérence, à mon avis, n'existe pas aujourd'hui. Les véhicules de financement sont tous là. Tous existent. C'est-à-dire tout ce que vous voulez. Vous avez le crédit bancaire, vous avez le marché financier, vous avez des fonds d'amorçage, vous avez des fonds de pension, vous avez des fonds d'investissement, du private equity. Tout existe. Est-ce que les fonds sont Voyez, là? les fonds sont là, l'argent existe, ce sont les projets qui manquent. Mais ce qui manque aussi, c'est peut-être des... Il y a des petites touches à faire. Moi, je décris cela comme un puzzle, ou comme une mosaïque, dans laquelle il manque certaines pièces qui permettent de rendre l'ensemble cohérent et complet. Et donc, c'est cette approche-là qu'il faudrait revoir. J'ai participé aux journées d'entreprise. Oui. Je suis membre du IACE et très heureux de l'être. Et cette année, on a parlé du thème du financement de l'entreprise, donc financement de l'économie. Et beaucoup de propositions ont été émises par des experts. Il y a aussi un peu l'approche des autres pays. Je parle d'approche, ne serait-ce que celle du Maroc. Beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que cela va être pris en considération? Je pense oui. Il faudrait qu'il y ait une cohérence. Et moi, j'ai eu une idée de me dire, je me rappelle qu'en France, à un moment donné, on avait chargé Daniel Bouton, qui était président de la BNP, De la Société Générale. de la Société Générale plutôt, et donc de faire un livre blanc sur la situation des banques et quelles propositions il pourrait faire. Et donc là, c'est un vis-à-vis, on lui a donné les moyens de réfléchir, de s'entourer d'experts et de présenter son rapport au gouvernement. Pourquoi pas cette même idée? Nous avons des sommités en Tunisie dans ce domaine-là pour assurer cette synergie entre les différentes formes de financement et avoir un ensemble cohérent. Ce qui m'interpelle aussi, c'est la supervision bancaire qui doit être renforcée. Ce qui m'interpelle aussi, c'est le sort des créances douteuses, improductives, celle du secteur hôtelier. Il y a eu une proposition qui a entraîné une levée de bouclier, à savoir qui a créé ce fameux fonds commun donc de rachat et de restauration. Moi, je dis à ne pas rejeter. Certes, c'est peut-être pas la bonne solution, la solution suffisante, mais réfléchir et donc qu'il y ait une approche cohérente au niveau du financement de l'économie tunisienne pour mettre en place les synergies nécessaires sur toutes ces sources. Si Mohamed Salah, justement le côté fiscal, parce qu'on est en train de demander à ce qu'une loi de finances complémentaire soit votée, elle va l'être d'ici avril, éventuellement pour essayer de compresser les dépenses et trouver d'autres niches fiscales, c'est-à-dire d'autres ressources pour l'État. Réellement, en 8 mois de travail pour l'équipe Mehdi Jama, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour essayer de juguler un peu donc ce déficit budgétaire qui est alarmant, qui est à hauteur de 9% quand même, c'est énorme. Oui. Alors justement, c'est vrai, nous étions dès le départ très conscients de la situation et qu'on ne peut pas demander à ces Mehdi Jama, au bout de 8 mois,
hein, de réinventer la roue. Ça, on l'a dit. Mais il faut qu'on commence. Oui. Alors, tout le monde parle de la fraude fiscale aujourd'hui. Oui. Au moins, elle tourne autour de 50%. Je suis ancien d'administration fiscale. Incertainement, le ministre des Finances l'a déclaré officiellement 40%. Si le ministre vous dit en public 40%, c'est qu'au moins il y a 50%. C'est-à-dire, si vous nous donnez un chiffre. Je vous donne bien sûr. Aujourd'hui, d'après les estimations pour l'année 2014, 18 875 millions de dinars de recettes fiscales pour le budget de l'État. Si nous disons 50%, on ne peut pas du jour au lendemain juguler la fraude à concurrent de 50%. Moi, je le mets au quart, au 25% uniquement. 18 000 millions de dinars. Donc, si jamais on arrive à limiter la fraude à 25% uniquement, on peut facilement gagner 4 500 millions de dinars. Comment on va faire? Ce que Mehdi Jama compte procurer de l'extérieur, comme endettement extérieur. Exactement. Voilà. Oui, ça peut nous permettre donc de ne pas s'endetter davantage. Il y a une différence, alors, justement. comment le faire? Oui. Oh, bien sûr. Oui. Je commence C'est par Ramzala. cette idée-là. Je vais vous couper. فما كلمة حلوة أنا تعلمتها شوية ولا يظهر لي les taux. Tu les les taux, Exactement. Oui, oui. Exactement. Est-ce qu'on peut tabler justement, Voilà, pour tout à fait. rendre la loi de finances, Je suis tout à fait d'accord. est-ce qu'on peut tabler sur donc un amoindrissement des taux de l'imposition, que ce soit dans l'impôt direct ou l'impôt indirect? Exactement. Oui. Exactement. C'est ce que je vais finalement Oui. annoncer. Les Parce que grands moi, esprits, les grands esprits, c'est moi, je suis convaincu qu'il y a des mesures aujourd'hui à proposer au peuple Donnez-nous tunisien. ces mesures-là. Alors, on a besoin de les Une connaître. fois que nous avons précisé que la fraude fiscale est aux alentours de 50%, la première des choses à faire, et tout le monde en parle, mais personne n'a fait des propositions concrètes, le régime forfaitaire. Voilà. 395 000 Contribuables. Souboises Oui. qui contribuent, c'est à Nice, qui contribuent à concurrent de 0,21% des Ça, recettes c'est fondamental. fiscales. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Une moyenne de 70 dinars par an pour 395 000 qui est éligible, qui bénéficient aujourd'hui du régime Est-ce qu'on forfaitaire. peut expliquer encore plus? C'est très Voilà, simple. cette 395 000 Oui. qui ne contribuent pas réellement pour améliorer les recettes fiscales. Donc 0,21. Qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Depuis 90, c'est à Nice, et j'étais au sein de l'administration fiscale, et nous avons fait la réforme des impôts directs dans l'objectif d'entamer une vraie réforme en ce qui concerne le régime forfaitaire. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons fait qu'ajouter des conditions d'une année à une autre, sans pour autant trouver la solution radicale. La solution radicale que je propose, Oui. nous avons commencé à réfléchir à cette proposition parce que je fais partie de la commission qui est en train de réfléchir en ce qui concerne la réforme fiscale. Alors, donner une période bien déterminée aux personnes éligibles aujourd'hui au régime forfaitaire, maximum 5 ans. Après 5 ans, d'une façon automatique, la personne doit quitter le régime forfaitaire. Vous allez me dire, mais il y a des personnes qui continuent à bénéficier et à être éligibles. Oui. Alors, à ce moment-là, je vous dis, ces personnes-là, selon, bien sûr, les pièces qui sont à leur disposition, doivent s'adresser à l'administration fiscale pour dire oui, selon les pièces dont nous disposons et selon la situation dans laquelle nous travaillons, nous considérons que nous pouvons continuer à bénéficier du régime forfaitaire. Les services de contrôle fiscal vont étudier ces dossiers. Alors, les 400 000 à peu près, moi je suis sûr que 50% au moins n'iront pas voir les services de contrôle fiscal. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas apporter les documents nécessaires qui justifient pour continuer à bénéficier du régime. Juste une Oui. petite explication par rapport au régime forfaitaire, Raphaël, pour nos Oui. auditeurs et auditrices. En fait, il s'agit d'une évaluation donc de ce qu'on paye comme impôt. Le principe, c'est que ce que nous payons comme impôt, c'est ce que nous avons comme ressources, hein, qu'on fait entrer dans son patrimoine, et puis les charges qu'on déduit et qui sont fiscalement déductibles. Hein. D'accord. Donc, ce qui reste, il est imposable. Ça, c'est le régime réel. Or, on a vu pour certaines considérations, et ça, c'est une exception. Et le problème en Tunisie, ce qui était l'exception est devenu le principe, Oui. et le principe est devenu une exception, c'est ça le problème, c'est que 400 000 contribuables ne payent l'impôt que de façon forfaitaire. On vient de dire, D'accord. par exemple, vous êtes un boucher, vous êtes un café de première catégorie, Mécanicien. vous êtes quelqu'un qui vend du poulet. fonctions libérales, en Donc, non, ce ne sont pas les fonctions Ah. libérales. Non, ce ne sont pas les fonctions libérales. Ce sont les petits, je petits dirais, il n'y a métiers. pas de petits métiers, mais les métiers qui ne généreraient pas
autant d'argent. On va leur dire, voilà, les petits exploitants, vous faites un chiffre d'affaires de 30 000 dinars pour le forfait simplifié. Aujourd'hui, c'est 100 000 dinars. Voilà, on a augmenté. L'optionnel, ça c'est l'optionnel. Si vous faites 30 000 dinars, vous payez par exemple 700 dinars par an. D'accord. C'est très peu. C'est très très peu. Et donc la contribution elle-même est très minime. Multiplions ceci par 400 000 et nous avons donc un manque à gagner pour l'État qui est très important. Donc on doit revoir ce système. Exactement. Est-ce que vous serez pour l'amoindrissement des taux fiscaux? Alors, le deuxième point, justement. Aujourd'hui, au niveau de la loi des finances, on a réduit le taux de l'IS de 30 à 25%. Oui, mais on a Moi, augmenté. j'ai toujours défendu la thèse suivante, réduire le taux de 30 à 20%. Oui, mais on a augmenté d'un autre côté, donc On a les dividendes, sur les dividendes, oui. Mais la réduction du taux de l'IS de 30 à 25%, c'est une réduction qui n'est pas suffisante. Moi, j'aurais préféré de réduire le taux de 30 à 20% carrément pour créer un effet psychologique sur le contribuable, pour sentir réellement cette réduction. Sachant pertinemment que, en parallèle, on a imposé les dividendes, sans pour autant oublier qu'au niveau du code des investissements, qui est en cours aujourd'hui d'élaboration, Qui n'est pas encore approuvé par Tout à fait. Et heureusement, dirais-je. Bien sûr, on a ce que nous avons appelé la rationalisation des avantages fiscaux, c'est-à-dire nous avons réduit les avantages. Ok, on réduit les avantages au niveau du code des investissements, mais il faut bel et bien qu'au niveau du droit commun, alléger les tarifs pour permettre aux entreprises de dégager des bénéfices supplémentaires pour les orienter vers la création des projets et la création des postes d'emploi. La plaie béante de notre économie, c'est la compensation, c'est la caisse générale de la compensation qui, Rafef, n'oublions pas, elle s'est multipliée par 5. En 2010, on était à 950 millions, et là, nous sommes à 5,5 milliards, ce qui est énorme. D'abord, ce que je n'arrive pas à comprendre, moi, je vous dis, cette multiplication, c'est faite comment? Nous sommes 10 millions, nous étions 10 millions, 11 millions en 2010, nous sommes encore donc 10 millions, 11 millions en 2014. La multiplication qui s'est faite par rapport à ce chiffre-là, moi je ne la comprends pas. Est-ce que vous avez une explication? Et d'un autre côté, la réduction de cette compensation, ou plutôt son orientation vers des objectifs qui seraient à plus à même de servir le plus démuni, est-ce qu'elle est possible, surtout avec une technique que Hakim Ben Hamoud, le ministre des Finances, vient de dévoiler à AFEF, c'est la possibilité de donner en numéraire aux familles nécessiteuses. Et la question que je me pose, sur la base de quoi on estime une famille nécessiteuse? Tout à fait, Anis, c'est une question très importante. Moi, je voudrais être méthodique et cohérent, parce que c'est très important. Tout d'abord, avant de répondre à cette question spécifique, et qui est vite fait, la situation économique, elle est très difficile aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a 4 problèmes. Le premier problème, c'est le cumul des déficits. Aujourd'hui, on a beaucoup de déficits. Déficit budgétaire, autour de 8-9%. Déficit de la balance commerciale, 12 milliards de dinars. Déficit de la balance courante, autour de 8-9%. Donc, nous avons une baisse des réserves en devises. Nous avons un taux d'inflation qui est très important, qui dépasse les 10% d'ailleurs, si on actualise le panier de biens et de services de l'INS. Donc, nous avons un cumul de déficits très important. Nous avons aussi une croissance molle. Le gouvernement Al-Arif, début 2013, a annoncé 4,5% de croissance. Nous sommes à 2,5% 2013. C'est peu. C'est une croissance molle qui ne crée pas assez de richesse. Nous avons aussi donc un endettement qui commence à s'amplifier. Donc nous sommes à peu près à 50%. De taux d'endettement, on va être à 50% d'ici quelques mois, 50% du PIB, d'accord. Le problème, c'est pas vraiment le pourcentage. Le problème, c'est l'utilisation de cet endettement. Parce que les États-Unis, par exemple, ils sont à 200% de leur PIB. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a 2 problématiques, Anis. La première problématique, c'est que, avec le taux d'endettement, il faut prendre la capacité de création de richesse. Si vous êtes en train de vous enrichir et vous êtes en train de vous endetter, il n'y a pas de problème. Ça peut se compenser. Mais si en même temps, vous avez une croissance molle où vous n'êtes pas en train de créer des richesses et vous êtes en train de vous endetter, là, ça va mal. Parce qu'on est passé de 39% en 2010 à 50% aujourd'hui. Ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, l'endettement qui est procuré donc depuis à peu près, qui a été procuré depuis à peu près 3 ans, il est en train d'être dépensé dans les dépenses publiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'investissement. Donc le budget de développement n'est pas vraiment actionné. Et pire, pour la prochaine période,
les prochains prêts qu'on va avoir vont aller non pas pour compenser les dépenses publiques, mais pour compenser les déficits. Ce qui est un suicide budgétaire, ça c'est un suicide. C'est catastrophique, Ouais, au vrai sens du mot, hein, on n'est pas en train d'exagérer. Ouais. Donc là, vraiment, il y a des problèmes au niveau des fondamentaux et des équilibres vitaux. Alors, pour répondre à ta question... Juste une petite explication, Raphaël, pour nos auditeurs, c'est-à-dire tout simplement, nous sommes en train, c'est comme si je suis un père de famille, je suis donc dans un ménage, et que j'emprunte de l'argent à ma banque avec des intérêts pour nourrir mes enfants. Au pays de loyer. Je ne produis rien du tout. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une équation très simple qui va parler aux auditeurs. Parce qu'il ne faut pas compliquer les choses à un moment donné. Tout à fait. D'accord. Donc, aujourd'hui, comment le budget de l'État est constitué et composé? Nous avons 10,5 milliards de dinars de salaires à payer annuellement. Avec les 700 000 fonctionnaires que nous avons aujourd'hui dans l'administration tunisienne. Sachant qu'avec 350 000 fonctionnaires, l'administration tunisienne peut tourner. Nous sommes à 700 000 fonctionnaires. 10,5, Enis. 10,5, on rajoute les 5,5 milliards de compensation. Oui. Nous sommes à 16 milliards. Et si on rajoute à peu près 2,5 milliards de dinars d'intérêt de la dette, nous sommes à peu près à 18 milliards. 18 milliards, les recettes fiscales sont de 18 milliards, donc les recettes fiscales sont absorbées totalement par les salaires, par la compensation et par le service de la dette. Voilà. Tout le reste va être financé par l'endettement extérieur. C'est inimaginable. Et n'oublions pas pour l'endettement aussi, Raphaël, c'est que nous sommes dans une période, enfin nous sommes dans un classement, donc rating, qui n'est pas très important. Donc si nous nous endettons avec les taux très élevés. Moi, 28 milliards de budget, donc 18 milliards, 10 milliards d'endettement. Pour répondre vite fait à ta question, parce que tu m'as posé une question, Enis. Alors pour la compensation, 5,5 milliards. Alors en 2006, on était à 300 millions de dinars, imaginez. En 2010, nous étions donc à 950 millions de dinars, nous sommes à 5,5 milliards. Alors il y a donc deux chiffres qui sont très importants et qui vont vous parler, Elis. Le premier chiffre, c'est que 70% de ce budget de compensation va à la compensation des produits pétroliers. 60%. 60 à 70%. 60%, oui. Donc tout ce qui est baril de pétrole, donc la hausse du baril de pétrole et aussi la hausse du dollar et la dépréciation du dinar entre-temps, ça a impacté sur ce budget de compensation pour répondre à ta question. Ça, premièrement. Alors, deuxième constat qui est vraiment très, je dirais, pertinent, dans le sens où on doit faire des réformes assez rapidement. 12% uniquement de ce budget de compensation va aux gens qui méritent cette compensation, qui sont vraiment des nécessiteux. Donc de là, il faut réformer assez rapidement et assez urgemment je dirais, ce système de compensation. C'est Youssef, un deuxième levier, je dirais, financier pour trouver des ressources à l'État. Le Premier ministre a parlé donc d'un emprunt obligataire de 500 millions de dinars que les Tunisiens donc devraient y souscrire pour essayer donc de donner de l'argent à l'État. Qu'est-ce que vous en pensez de cette très bonne chose, très bonne chose. Je ne veux pas paraître et qu'est-ce que l'emprunt obligataire? Oui, moi je ne veux pas paraître. Exactement. Je ne veux pas paraître. Disons, être trop élogieux à l'égard de ces médicaments. Mais de toute façon, j'approuve. Vous avez le droit quand même. J'ai le droit quand même, mais c'est vraiment technique et pas autre chose. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique, je n'ai appartenu à aucun parti politique, tout en étant actif dans des cercles comme celui-là et dans certaines ONG. Et dans celui du sport, peut-être aussi. Voilà. Alors, pour revenir à l'emprunt obligataire, c'est très simple. Moi, je t'ai vu à la télé, tu parlais d'action et... D'un côté, l'action, c'est devenir propriétaire d'une partie d'un bien, d'une entreprise, d'une société, c'était De l'autre côté, l'emprunt obligataire, c'est un titre de créance, c'est-à-dire c'est un emprunt que fait une structure, que ce soit l'État ou une entreprise, envers. Moi, je dirais plus facilement que cela. Quand on place, pour que le citoyen comprenne, on place de l'argent auprès d'une banque. La banque, en fait, emprunte cet argent et le transforme en crédit. L'État aussi va donc emprunter de l'argent auprès du citoyen pour l'utiliser pour l'investir. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il investisse dans l'investissement et non pas pour financer la consommation de fonctionnement. Donc ça, je pense que la chose est claire, c'est lever des fonds en vue de les affecter à un projet. D'accord. Bon, ça, c'est l'emprunt. Alors, je rappelle que déjà, il y a eu 3 emprunts nationaux, si je ne me trompe pas, dans le passé. 64-67, période Ben Salah, c'était des emprunts obligatoires, donc on nous a imposé. Et les fonctionnaires à l'époque donc avaient vu leur salaire diminuer du montant de l'emprunt, ce qui n'est pas aussi peut-être une mauvaise chose. Celui de 86,
était un emprunt. Donc, quoique, à l'époque, on n'a pas dit qu'il n'était pas obligatoire. Les gens en participaient en pensant qu'il était obligatoire, alors qu'il n'était pas du tout. Cet emprunt-là, et là, c'est pas si nous avons le temps aujourd'hui d'en parler, était assorti de multiples avantages fiscaux, s'adressait aussi aux Tunisiens à l'étranger, et donc il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là. Comment rendre cet emprunt attractif? Le montant de 500 millions de dinars, moi je vais faire un parallèle. Aujourd'hui, les SICAV et fonds communs de placement obligataire, donc les EPCVM, gèrent à peu près 5 milliards de dinars. Ces OPCVM, donc SICAV et fonds communs de placement, ont un ratio qui leur permet de participer à hauteur de 10% sur chaque émission obligataire. C'est-à-dire que les 5 milliards, l'ensemble de ces OPCVM ont le droit de participer à 500 millions de dinars, qui correspond à ce chiffre-là. Bon. Rien que pour l'OPCVM. Rien que pour les OPCVM. C'est-à-dire on peut c'est montrer. théorique, hein, c'est théorique, voilà. Je vois venir un peu ce que vous voulez dire, oui. Donc ça, c'est un premier constat. C'est déjà un acquis, les 500 C'est millions. déjà un acquis, bon, mais sans dire que, aujourd'hui aussi, c'est aussi un débat à ouvrir, je te demande peut-être de parler de cela, parce que c'est cette industrie d'obligataires qui finance ne serait-ce que le leasing, le factoring et quel est le poids des banques. Oui, mais excusez-moi, il faut connaître aussi le taux. Ah oui, Shinji, oui. Justement. Oui. Merci pour cela. Excusez-moi de parler arabe ici à RTCI, mais bon, on me reproche, lorsque je suis dans une émission en arabe, de parler français. Bon, donc, alors, justement. Alors, déjà, il y a un autre clin d'œil que je ferai, en homme du marché financier, les comptes épargne action. Les comptes épargne action sont ce merveilleux outil qui permet à tout citoyen, personne physique tunisienne, de ne payer que 60% de l'impôt dû et d'économiser 40% moyennant des placements en bourse. Avec la possibilité de mettre 20% justement en obligataire en bande d'État. D'accord. Et donc, s'il y avait déjà une orientation vers les CEA et vers 20%, donc ça allégerait un peu le risque action, tout en permettant aux gens de vulgariser. Alors, là, je vais revenir, mais déjà, là, je voulais dire tout à l'heure, je ne veux pas être un peu trop élogieux. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a vulgarisé, alors ce qui est extraordinaire, il a vulgarisé la notion d'emprunt obligataire. Et ça, c'est merveilleux. Hier même, j'ai assisté à une émission où un journaliste, brillamment, il connaissait la réponse. Mais il a dit, ouais, c'est quoi un emprunt obligataire pour que les gens comprennent ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne peux qu'applaudir à cela, à cette source de financement. Alors, 500 millions, alors moi je ne sais pas pourquoi ils ont dit 500, ils n'ont pas dit 1 milliard. Je pense qu'on pourrait faire plus si c'est dans l'intérêt. Non, moi je ne veux pas me mettre à leur place, vous voyez. Mais 500 milliards, pour moi, c'est léger, ce n'est rien du tout. Alors, 500 millions, donc ce n'est rien du tout. Donc, s'ils ont besoin, ils pourraient faire mieux et être plus ambitieux. D'autant plus, nous sommes habitués à cela, il y a chaque mois des émissions de BTA. Alors, maintenant, qui doit participer? Moi je dirais, premièrement, le citoyen, personne physique. Pas les banques. Plutôt les assurances, tout véhicule d'épargne longue. Je dirais aussi en parlant du temps, je reviens au taux. Alors sur le taux, ce taux devrait être attractif. Pourquoi? Je ne vais pas parler vite pour ne pas m'embrouiller. Moaz, tu as parlé de la caisse de compensation et de la nécessaire, si l'on veut, moins de compensation, et donc il va y avoir un surenchissement des produits en Tunisie, donc inflation. Donc pour rendre attractif cet emprunt obligataire, il faudrait que, bien sûr, une question de taux qui se pose. Est-ce que nous n'allons pas là aussi une réflexion à faire vers une hausse des taux et des taux directeurs? Faudra-t-il continuer à prendre le taux du marché monétaire comme référence? Comme référence, 4%, comme référence de l'obligataire. On parle de courbe des taux pour l'obligataire. Aujourd'hui, on parle pour les... On n'a pas une courbe des taux. On n'a pas de courbe des taux. Donc là, c'est aussi un autre débat, c'est très technique. Oui, mais moi, je voudrais poser, excusez-moi de vous interrompre, en tant que citoyenne Parce que là, ça va dans le technique. On ne va pas parler de chiffres, on ne va pas parler de taux. En tant que citoyenne tunisienne, quel est l'avantage pour moi? L'avantage, c'est d'être citoyenne et de participer à une action concrète d'abord, mais en même temps, vous allez avoir une obligation, d'accord, et cette obligation est garantie par l'État. Donc c'est pas un titre risqué. Et donc vous allez avoir. C'est pas comme les actions. Donc vous allez mettre par exemple 5 dinars aujourd'hui, vous aurez après quelques années 10 dinars par exemple. D'accord. Voilà. Bon, c'est pour cela que si Youssouf parle d'un taux attractif, si Mohamed Salaria voudrait intervenir. Et moi, je peux vous donner un avantage fiscal. Le montant qui va être souscrit peut être déduit de l'assiette imposable. Tout à fait. Et j'ajoute, si vous permettez, rapidement, je sais que je n'ai pas encore beaucoup de temps. Alors, la retenue à la source, dont les taux sont très élevés aujourd'hui, a abouti aujourd'hui à des crédits d'impôt. Alors, les entreprises demandent de remboursement du crédit d'impôt. Les agents du contrôle fiscal, qui devraient normalement être axés sur le contrôle fiscal,
aujourd'hui sont en train d'étudier les dossiers présentés par les entreprises pour demander la restitution du crédit d'impôt à cause de la retenue à la source qui est très élevée. Donc, d'une façon ou d'une autre, la tendance est de réduire au maximum possible la retenue à la source pour permettre aux entreprises d'avoir des liquidités et pour permettre aux agents de contrôle fiscal de s'orienter vers le contrôle fiscal. Deuxième sur l'emprunt obligataire, vite fait. Un avantage vite fait. 30 secondes, très important l'avantage, c'est que avec l'emprunt obligataire, on va réduire la dépendance envers les étrangers et envers les organismes comme le FMI qui sont en train de nous imposer moult contraintes que nous sommes en train de subir et qui ne sont pas aussi constructives que ça. Donc en empruntant de l'intérieur, ça sera beaucoup mieux. Et l'État donne l'exemple, la STEG, la Sonnette par exemple, devrait émettre des emprunts obligataires nationaux pour se financer. Alors, mais c'est un long débat. Moi je souhaiterais que l'on repart de cela. Alors, à nouveau, si Mahdi Jama a écouté les anciens premiers ministres, enfin tout le monde, les experts, etc., il faudrait qu'à une échelle peut-être moindre, on écoute aussi les praticiens et les gens qui pratiquent au quotidien ces métiers-là et qui connaissent parfaitement tous les rouages et tous les secrets. Comment pas faire les Merci, Mohamed Salah. Tout à l'heure, vous m'avez dit s'il y a la possibilité de réduire le tout. Les PME, qui constituent aujourd'hui à peu près 90% du TUC industriel ou économique du pays. La proposition, au lieu de prévoir une petite exonération de 3 ans ou de 5 ans, qui n'ajoute rien du tout, réduire carrément le taux pour les petites et moyennes entreprises à 10% et permettre à ces petites entreprises de travailler. Le recrutement. Mahdi Jama a dit qu'il n'y aura pas de recrutement. En 5 secondes. 5 secondes. Je reprends 5 secondes. Pour les agents de contrôle fiscal, il faut retenir ce chiffre, c'est 1682 agents de contrôle fiscal. Alors si on va recruter du personnel pour l'administration fiscale, on va avoir le meilleur investissement qu'on puisse faire dans le Je compléterai que cela. Abaisser les taux, oui. Pas d'emprunt, pas de fiscalité sur les plus-values ni sur les dividendes. On peut trouver l'argent ailleurs. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci à Youssef C'était une heure quand même, hein. Merci. Oui. Il nous faut plus de temps. Et sur RTCI, ça passe très vite le temps. Merci à Mohamed Salah Ayari. Merci Moaz Joudi. Enis, à mercredi prochain. On remercie OFE Bouzeïda pour sa collaboration technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi. Bonne journée. Au revoir et bye bye. Au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI.